émission en direct où les jeunes du club journalisme vous présentent chroniques, infos, interviews, l'info ludique et pédagogique avec les équipes de Radio Fréquence Méditerranée. Radio Kids, c'est tout de suite. Radio Kids, c'est maintenant. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue avec le direct ici, un direct un petit peu particulier aujourd'hui puisque nous sommes en direct donc de l'Esplanade Francis Palmero à Menton. Vous pouvez venir nous rejoindre avec le club journalisme, le club radio de l'école de la Villa Blanche. Ils sont tous avec nous aujourd'hui pour vous présenter une émission qui va durer à peu près une heure et demie. En tout cas, on est ensemble peut-être pratiquement 2 heures. On va vous prouver qu'ils sont là, faites un petit peu de bruit, chers animateurs. Voilà, on démarre tout de suite cette émission, je vous l'ai dit. Aujourd'hui, on a exactement une vingtaine, voire presque une trentaine de chroniques, comme d'habitude. Avec combien d'élèves, ma chère Florence, avec nous en gros aujourd'hui dans le club journaliste? Une vingtaine donc de journalistes qui vont se relayer derrière le micro. On va démarrer tout de suite cette émission avec la présentation de l'Écodé avec Emma et on retrouvera tout à l'heure notre invité dans quelques instants, Monsieur Martin qui est responsable du service du milieu marin à la CARF qui sera interviewé par les jeunes de la Villa Blanche. C'est parti avec ma chère Emma. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'Écodé. C'est une journée basée sur l'écologie présentée par la Villa Blanche. Les élèves du club radio vont pendant plus de 2 heures faire l'émission de radio nommée La Voix Verte, dans laquelle ils vous présenteront des chroniques basées sur l'écologie avec plus de détails sur Cap-Martin. Mais à part ça, il y aura des chroniques sur des thèmes variés que nous allons découvrir ensemble durant l'après-midi. Plusieurs ateliers attendent les élèves autour de l'installation radio. Voilà, bonjour à tous et merci ma chère Emma, pardon, j'étais un peu surpris puisque on va quand même avouer à nos auditeurs qu'aujourd'hui on n'a pas répété, hein. C'est du vrai direct, je découvre au fur et à mesure vos chroniques et je vais découvrir ce qui va se passer, en tout cas c'est ce que nos auditeurs aiment, c'est le direct et tout de suite on va découvrir, on va appréhender comme on dit, je sais pas, Monsieur Martin interviewé par Lucas et Mathilde. Alors, bonjour Monsieur Martin. Bonjour. Bienvenue dans notre émission La Voix Verte. Nous sommes Mathilde et Lucas en 5e à la Villa Blanche et nous faisons partie du club radio. Nous allons vous poser des questions sur le site Natura 2000 Mer. Mais avant ça, pouvez-vous nous présenter et nous dire quel est et en quoi consiste votre métier ? Alors, moi je suis donc Jean-Christophe Martin, je suis responsable donc, du service milieu marin à la communauté de la Riviera française, qui est l'intercommunalité dont font partie les communes de Menton et de Roquebrune. Et mon métier consiste à appliquer toutes les politiques de préservation de l'environnement, que ce soit au niveau des cours d'eau ou bien du milieu marin, et notamment de la mer qui borde notre territoire. D'accord. Pouvez-vous nous présenter le site Cap-Martin et ses particularités ? Alors oui, le site Cap-Martin est en fait une aire marine protégée qui fait partie d'un réseau de sites naturels protégés à l'échelle européenne, qu'on appelle le réseau donc Natura 2000, parmi lesquels on trouve des sites naturels terrestres mais aussi marins, comme le Cap Martin. Et donc ce site, aujourd'hui, il couvre l'intégralité du littoral de la commune de Menton et la quasi-intégralité du littoral de la commune de Roquebrune, environ 14 km de côte, et s'étend jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à 100 mètres. Et couvre donc du coup une superficie de 2090 hectares, soit une superficie plus grande que celle de la commune de Menton. D'accord. Et pourquoi protégez-vous ce qu'on appelle le poumon de la mer, la Posidonie ? Alors la Posidonie est en effet une espèce emblématique de la Méditerranée, parce qu'elle est d'ailleurs endémique de ce territoire. On ne la trouve nulle part ailleurs que du coup en Méditerranée, et elle rend de nombreux services. Alors elle rend des services pour la biodiversité, parce que c'est une source de nourriture pour les poissons. C'est aussi un lieu de développement et de naissance de nombreuses espèces. Elle joue également un rôle important de la protection de nos plages contre l'érosion. Donc en fait, elle diminue la force des vagues à l'approche du littoral et comme ça, on peut conserver des largeurs de plage suffisantes. Et également, pourquoi le poumon de la Méditerranée ? Parce que c'est une plante et comme toutes les plantes, en fait, elle séquestre, elle retient du carbone et elle produit de l'oxygène. D'accord. Monsieur Martin, nous savons que l'herbier de Posidonie est menacé. Quelles sont les solutions pour le protéger ? L'herbier de Posidonie est en effet menacé, notamment par donc, les activités humaines qu'on peut avoir sur le littoral. Notamment, vous le savez, on accueille de nombreux bateaux. Ces bateaux, lorsqu'ils s'arrêtent en mer, en fait, ils ont besoin de jeter l'ancre. Et cette ancre
vient parfois arracher les herbiers de Posidonie qui mettent des années et des années à se reconstituer. Et donc parmi les solutions que l'on propose pour limiter cet impact, c'est effectivement déjà de réglementer l'arrivée de ces bateaux-là. Donc on a une réglementation qui est appliquée sur le site et de mettre en place des dispositifs particuliers, donc notamment des ancres écologiques qu'on vient planter au fond dans des endroits qu'on aura ciblés et les bateaux ne viennent plus s'accrocher au fond mais à une bouée qui est en surface. D'accord. Quelles sont les initiatives pour dépolluer le site Cap-Martin ? Alors au niveau de la pollution, il faut un peu relativiser. Ce site n'est pas connu pour avoir une pollution notable par rapport à d'autres sites naturels. Mais bien entendu, comme on se trouve sur le littoral, il est soumis à de nombreuses pollutions, notamment tous les déchets plastiques qu'on peut retrouver dans nos usages quotidiens, mais également des pollutions qui peuvent provenir de rejets d'eau qui n'auront pas été traités, des eaux qu'on appelle eaux usées et qui ne transitent pas du coup par la station d'épuration et qui sont rejetées directement dans nos cours d'eau et qui in fine aboutissent dans la mer. Très bien. Quelles activités peut-on pratiquer sur le site Cap-Martin ? Alors, sur le site Cap-Martin, vous pouvez pratiquer de nombreuses activités. Vous avez, je pense que vous pouvez en pratiquer vous-même à l'année. Vous avez la baignade, la pêche, les sorties en bateau, toutes les activités nautiques de type kayak, paddle, etc. Bien entendu, pour pratiquer ces activités, c'est toujours intéressant avant de les pratiquer, de regarder les bons gestes que l'on peut adopter pour préserver notre environnement. Voilà. Quel est l'avenir pour le site Cap-Martin ? Alors l'avenir du site Cap-Martin, c'est bien entendu pour nous, en tout cas, de renforcer notre action dans la préservation de l'environnement. Mais je pense que l'un des défis particuliers de notre territoire, vous le savez, vous l'habitez, nous sommes en fait coincés entre deux frontières internationales, l'une avec Monaco, l'autre avec l'Italie. Et donc le défi que nous, on va se poser dans les prochaines années, c'est de pouvoir collaborer avec nos amis italiens et monégasques dans l'objectif de préserver de manière toujours plus importante notre environnement. D'accord, merci. Merci. L'interview de Monsieur Martin, donc je le disais, responsable du service milieu marin à la CARF. Merci Monsieur Martin de nous avoir réservé un petit peu de temps, en tout cas. Merci à vous. Vous avez pu entendre, il y a beaucoup de bruit tout autour, puisque je vous rappelle, on est en direct donc, de l'esplanade Francis Palmero avec des ateliers. Vous pouvez venir, vous êtes parents et vous êtes intéressés pour voir ce qui se passe avec tous ces élèves de l'école de la Ville Blanche. Venez faire un petit tour sur l'esplanade Francis Palmero. Venez nous rejoindre. C'est pour ça que vous entendez qu'il y a quand même pas mal de bruit tout autour. Le nouveau plateau se met en place. On va enseigner tout de suite avec Mathéo, Anis et Emma, qui vont nous parler de la CARF. Alors, la CARF est un regroupement de 15 communes, Tende, La Brigue, Saorge, Fontan, Breil-sur-Roya, Moulinet, Sospel, Castellar, Castillon, Sainte-Agnès, Gorbio, Menton, Roquebrune, Cap-Martin, Beausoleil et La Turbie. Les compétences de la CARF sont les transports, comme le bus et les transports scolaires, trier et recycler, comme les poubelles jaunes et vertes, protéger l'environnement. La CARF protège 5 sites terrestres et 1 site marin. Donc, gérer la source en eau, traitement des eaux, aménager le territoire, travaux. Dans l'actualité, nous parlons de la sécheresse, mais aussi de la construction de murs en pierre sèche et enfin le tri des biodéchets. Voilà, c'est terminé. Ok, merci de me prévenir puisque je vous le disais, c'est du direct, donc je connais pas vos textes et je les découvre au fur et à mesure. Voilà, donc on va tout de suite enchaîner avec Gabriel, Mathilde et Mathéo qui vont nous parler du site du Cap-Martin. Où sont-ils, ma chère Florence? C'est du direct, je disais on a enchaîné tout de suite avec Gabriel, Mathilde et Mathéo, mais où sont-ils? Ils sont là. On essaye de ne pas passer devant la caméra, de passer sur les côtés de la caméra, voilà, ça serait super. Alors vous êtes en train de nous suivre, bien sûr, je vous le dis sur le live Facebook. Vous pouvez partager l'émission pour ceux qui le souhaitent et puis venir donc découvrir ces jeunes journalistes de l'école de la Villa Blanche dans leur émission qui s'appelle Radio Kid. On vous parle du site du Cap-Martin. Merci Jean-Luc. Le site Cap-Martin se situe au sud-est de la France et enveloppe les communes de Menton et de Roquebrune. C'est une aire marine protégée qui fait 20 km², soit 1090 hectares. Ce site appartient au réseau Natura 2000.
C'est un regroupement d'établissements et un programme européen qui protège des sites marins et terrestres. L'aire marine protégée est un espace délimité qui permet de protéger la biodiversité et de pratiquer des activités nautiques. Dans la zone protégée, il y a des méduses, oursins, dauphins, coquillages, poulpes, poissons, algues, la Posidonie. Ce site est un intérêt communautaire, c'est un habitat naturel en danger. Et voilà, c'est fini. Merci tous les quatre. Bravo, on peut applaudir. Alors, on va enchaîner, on vous a dit que c'était- Merci tous les quatre. Si j'ouvre mon micro, c'est mieux aussi quand même. Hein, parce qu'avec le micro fermé, mais bon, comme je vous le disais, c'est du direct. On vous parle tout de suite. La chronique cuisine avec Anis. Alors, comment mesure-t-on l'impact CO2 des plats? Ces impacts CO2 sont basés sur ceux des aliments qui le composent. L'impact de la production agricole, comment a été produit l'aliment, selon quelles conditions, avec quels besoins en eau, avec quelle surface, etc. La transformation du produit. Quelle est l'énergie nécessaire? Le transport et la logistique. Où a été produit l'aliment? Par quel moyen de transport a-t-il été déplacé? Comment est-il conservé? Quel est l'emballage choisi et quel est le moyen de l'impact de cet emballage? L'utilisation, la consommation du produit, a-t-il été cuit? Si oui, comment? Sa valorisation de fin de vie génère-t-il un déchet? Comment est-il traité? Alors, je vais vous parler d'une recette de pâte à modeler. C'est une recette un peu spéciale, ça ne se mange pas. Mais si vous voulez faire plaisir à votre petit frère ou votre petite sœur, vous pouvez lui fabriquer cette pâte à modeler écologique. Elle se conserve plusieurs semaines au frais. Dans une casserole, mélangez un verre de farine, une cuillerée à soupe de sel fin, une cuillerée à café de bicarbonate de soude, une cuillerée à soupe d'huile végétale, olive, tournesol, colza. Ajoutez 3 quarts d'une tasse d'eau et un colorant, curcuma, spiruline en poudre, jus de betterave. Sur feu doux, fouettez constamment pendant plusieurs minutes. Éteindre le feu lorsque le mélange forme une boule qui se détache des parois de la casserole. Stockez la boule au moins 45 minutes dans une boîte hermétique et voilà. Merci mon cher Anis, bravo pour ta chronique cuisine. Une émission aujourd'hui qui va être assez axée éco-responsable et très écologique, puisque nous avons avec nous aujourd'hui plusieurs responsables de la CARF qui nous accompagnent et qui sont en train de tenir des stands. Et tout à l'heure on aura Madame Florence Casgrain qui va nous en parler, qui va nous présenter ces stands qui sont autour de nous. On enchaîne tout de suite avec, on va vous parler Posidonie avec Lucas, Amélia et Léo. Alors, c'est exact, Jean-Luc. Donc, la Posidonie, Posidania Oceania, tire son nom scientifique du dieu de la mer grecque Poséidon. C'est une plante unique en mer Méditerranée. Attention à ne pas la confondre avec une algue, car elle produit des fleurs qui deviennent ensuite des fruits, les olives de mer. Elle a aussi des racines qui se nomment les rhizomes. La Posidonie pousse très lentement. Elle pousse de 1 cm en 1 an. La Posidonie sert aussi à produire de l'oxygène et d'abri pour les poissons lorsqu'ils pondent. Souvent, en automne, les feuilles mortes s'échouent sur le rivage et forment des banquettes de Posidonie. Celles-ci protègent les plages de l'érosion. La Posidonie est menacée par plusieurs éléments, comme quand on jette l'ancre, c'est ce qu'on appelle le mouillage de bateaux, ou encore la construction et l'aménagement du littoral, le chalutage. C'est une technique de pêche qui consiste à traîner un grand filet au fond de la mer et enfin le rejeter dans des eaux usées ou des substances polluantes. En 1988, la Posidonie est devenue une espèce végétale sous-marine protégée dans la mer et sur terre. Il y a maintenant une réglementation sur les mouillages. Merci de votre écoute. Bravo tous les trois de nous avoir présenté cette chronique. Lucas, Amélia et Léo, je vous le disais tout à l'heure, on est donc, si vous voulez venir nous rejoindre, pour ceux qui sont en train de nous écouter, on est sur l'esplanade Francis Palmero, c'est du direct, on a beaucoup d'improvisation puisqu'on n'a pas répété et donc on enchaîne, vous avez beaucoup de bruit autour puisque y a des ateliers, on essaye de pas tousser dans les micros, c'est génial, voilà, donc faut y penser à tout ça, c'est du vrai direct et on va vous parler de la tortue Kawan. Voilà, on reste une émission qui va être vraiment, je vous le disais, axée très écologie aujourd'hui.
avec, pour nous présenter la tortue Kawan, Mathilda, Rémi et Nicolo. La tortue Kawan, de son nom scientifique Caretta caretta, peut mesurer jusqu'à 1 mètre et elle peut peser de 60 à 100 kg. Sa durée de vie est de 60 ans. La tortue Kawan est un omnivore, c'est-à-dire qu'elle peut manger de tout, mais celle-ci a une préférence pour les crustacés. Elle est menacée par la pollution plastique, par des captures accidentelles et aussi par la chasse et le braconnage. Elle est facilement reconnaissable par ses 5 paires d'écailles. La tortue Kawan a un bec très puissant. La tortue Kawan, pour ceux qui ne la connaissaient pas, en tout cas pour la découvrir. Ma chère Florence Casgrain, qui est avec moi à côté, voulez-vous nous dire quelque chose? Nous présenter, on enchaîne, on change un personnage, on va parler du grand dauphin, et c'est Maxime, Raphaël et tout seul, il n'y a pas Eva. Voilà, on a perdu Eva en cours de route. Maxime et Raphaël, vous nous présentez le grand dauphin après la tortue Kawan. C'est bon, on peut parler? Attends. On vous écoute. C'est ça, aujourd'hui on va vous présenter le grand dauphin. Le grand dauphin est un mammifère marin qui peut mesurer jusqu'à 3,5 mètres et peser jusqu'à 300 kg. Cet animal peut vivre de 40 à 50 ans maximum. Il vit près des côtes et a un régime alimentaire carnivore. Cependant, des dangers menacent son espèce. Les principaux sont la surpêche, les filets fantômes ou la pollution sonore. Les filets abandonnés peuvent dériver et les dauphins peuvent se coincer dedans. La pollution sonore provoquée par les bateaux ou par d'autres activités marines perturbe les dauphins car ils communiquent par ultrasons. Ensuite, la surpêche menace les proies que les dauphins chassent, limitant ainsi leur alimentation. Toujours. J'ai un petit porteur. Alors ça s'enchaîne cet après-midi, donc les chroniques sont plus, quelques chroniques sont courtes, mais toujours dans cette démarche d'éco-responsabilité. On va vous parler bon geste, toujours dans cette démarche d'éco-responsabilité, pardon, excusez-moi. J'ai soif, allez-y les enfants. Ah oui, pardon, si je ne vous présente pas, avec nous pour parler des bons gestes, c'est Pierre, Eline et Lorenzo. Alors on parle dans le micro mais on n'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Qui est en train de parler? Alors il y a quelqu'un qui a dû couper le micro. Bougez pas. Les bons gestes pour préserver l'environnement sont moins polluer, trier les déchets, s'informer, ne pas jeter les déchets dans la mer, sur la plage, à la montagne, utiliser des objets réutilisables. Ne pas gaspiller lors de mes achats. Je ne choisis pas les dates les plus longues si ce n'est pas nécessaire. J'achète les fruits et les légumes moches. Je sais distinguer les dates de péremption. DLC, date limite de consommation. Viande fraîche, yaourt, fromage périssable. DDM, date de durabilité minimale. Ne concerne que la perte de goût, la couleur, pas de risque pour la santé. Respecter les animaux, les laisser dans leur environnement. Faire attention au type de crème solaire, réduire l'utilisation du plastique, débrancher les appareils, éteindre la lumière, prendre les transports en commun et le vélo à la place de la voiture, débrancher les appareils, éteindre la... Voilà. Merci. Voilà, vous avez pu comprendre que l'émission est un petit peu particulière aujourd'hui puisque d'habitude on a l'habitude d'être en classe à la Villa Blanche et donc on a nos aises, notre confort et nos habitudes surtout. Et là aujourd'hui on est à l'extérieur et donc voilà, c'est un petit peu différent, ça bouge, il y a beaucoup de bruit puisqu'autour il y a beaucoup d'ateliers organisés par la CARF, donc en collaboration avec la Villa Blanche ou organisés par la Villa Blanche en collaboration avec la CARF. On va donner un micro dans quelques instants à Maë qui va aller faire un petit tour et nous faire découvrir les différents stands. Donc vous ne verrez pas Maë mais vous entendrez sa voix pour pouvoir découvrir les stands qui sont mis en place aujourd'hui. On va vous demander quand vous changez les micros de faire attention de ne pas couper les boutons parce que c'est ce qui s'est passé 2 fois. On n'entendait plus rien parce qu'en fin de compte ils avaient été éteints. Voilà, c'est pas grave, on continue tout de suite l'émission. On vous a parlé bon geste il y a quelques instants. On vous fait découvrir un site internet, le site du jour et c'est Emma qui nous en parle. Bonjour, je ne vais pas vous parler d'une bouteille à la mer, c'est moins poétique. Je veux vous faire découvrir un site. Plastic Tracker est une carte interactive en ligne particulièrement intéressante qui permet de suivre le cheminement d'un déchet plastique jeté dans la mer.
C'est un bon outil de sensibilisation qui permet de visualiser et de prendre conscience de cette menace majeure pour l'équilibre de la planète. Il suffit de marquer sa position sur la carte de Plastic Tracker pour que le calcul du trajet démarre. La plateforme va évaluer les chances qu'un morceau de plastique laissé à l'endroit où vous vous trouvez atteigne l'océan. Il va aussi cartographier le parcours que le plastique est susceptible de suivre une fois dans l'eau. Plastic Tracker va vous dire si la probabilité que votre déchet arrive en mer est basse, moyenne ou élevée. Il vous dira aussi le temps du voyage et la distance parcourue. Par exemple, j'ai fait le test avec Menton. Le déchet plastique avait parcouru environ 40 000 km avec une probabilité élevée. Merci de m'avoir écouté. Merci tous les chroniqueurs du club journalisme. Alors on essaye de ne pas applaudir dans les micros non plus. Voilà, pensez que ça, on entend tout ce qui se passe et ça fait beaucoup de bruit. Voilà, donc pour nos auditeurs et ceux qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook, on va vous parler tout de suite. On va vous parler mots et définitions. Le défi mot, c'est avec Mathéo. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, je vais vous présenter un jeu. Ça s'appelle Essaye de deviner les définitions. Donc, il y aura plein de mots et vous devrez trouver la définition qui correspond. Donc, le premier mot, c'est greenwashing. Allez, autour de la table, on essaye de se concentrer. Ça veut dire quoi? C'est compliqué, hein? C'est par rapport à des arguments écologiques. Ok. C'est pas un lavage vert? Non, c'est pas totalement ça. Ah, c'est compliqué quand même, hein? Je donne la réponse? Ouais. Alors, greenwashing, c'est le fait de mettre en avant des arguments écologiques pour se forger d'une image écologique auprès du public, alors que la réalité est tout autre. Ok. Après, on a un prochain mot qui est éco-anxiété. L'éco-anxiété, C'est pas de la biodiversité, non? Non, c'est pas trop ça. Mais c'est par rapport à tout ce qui est réchauffement climatique et voilà. C'est pour protéger tout ce qui est réchauffement climatique, les gens qui aident, c'est ça? Pas forcément. C'est pas quand il y a une pluie qui arrive vite, d'un coup, genre ça change, le temps change en une journée. Pas trop, mais vers le début c'était bien. Bon, du coup, je vais donner la réponse. Alors, éco-anxiété, l'éco-anxiété renvoie au sentiment de fatalité vis-à-vis du réchauffement climatique. Ok. C'est un peu compliqué. Alors, prochain mot, celui-là, il est simple, il est courant au quotidien. Biodiversité. La biodiversité. Vous avez une idée? C'est par rapport à la nature. C'est quand c'est bio? Non, c'est par rapport aux êtres vivants dans la nature, etc. Les déchets plastiques dans la forêt? Non. C'est des êtres vivants, mais dans une forêt. Donc les fourmis, tout ça, les insectes, tout ça? Oui, à peu près ça. Juste essayez de vous rapprocher. Donc, Mathéo, t'as une idée? Des animaux qui prennent tous les déchets dans leur environnemental. Alors ça a un rapport avec les animaux, les arbres, mais pas trop. Les arbres aussi. Oui, voilà, c'est la nature. Donc biodiversité, c'est un ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent, plantes, animaux, champignons et bactéries. Voilà. Prochain mot, alors celui-là il est plutôt dur. La définition, elle est un peu difficile quand même. Alors c'est endémique. Est-ce que vous avez une idée? Je sais qu'on dit espèce endémique. Oui, c'est ça, oui. C'est pas une espèce, par exemple. Alors déjà, c'est en voie d'exparition. C'est pas ça? Non. Alors, oui et non. Mais tu t'en rapproches. Ok. Alors. C'est comme les espèces qui perturbent un peu les environnements. Ah, donc si c'est des espèces qui perturbent l'environnement. C'est des espèces qui sont présentes dans notre environnement. Ah, donc ça peut être tout et n'importe quoi, par exemple. Oui, par exemple. Les animaux? Oui, mais là, c'est pas spécialement l'exemple donné. Les déchets, les bactéries, les déchets, les virus, tout ça. Les humains? Oui, ça... Non, pas les humains, quand même pas.
Alors, je vais vous donner la réponse. Alors, endémique, c'est une espèce endémique, est une espèce présente naturellement sur un territoire donné par exemple la Posidonia oceanica et endémique de la Méditerranée. Ok. Voilà. Ah oui, c'est plutôt pas facile. Voilà, oui, c'est vrai. Alors après, il y a une autre définition, c'est mouillage. Mouillage, quand on mouille quelque chose. C'est mouillé? Alors, ça a l'air si simple que ça, mais non. C'est en rapport avec l'immobilisation de quelque chose. Ah, c'est quand on veut, il y a quelque chose qu'on décide de créer et qu'on voit que c'est mal. Un bateau qui est voilà. ancré. On va l'arrêter. L'ancrage d'un bateau. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Alors la définition, Bravo. c'est immobilisation du bateau en mer grâce à une ancre. Voilà. Ah oui. Bah oui. Maintenant qu'on le dit, c'est plus facile. Alors, du coup, là, j'ai donné la réponse dans la réponse précédente. Ancrage. Ancrage, c'est quand on pose l'encre dans le sable. Oui, c'est ça. C'est manière d'attacher un point fixe. Et la dernière définition pour ce jeu, Mais vu qu'on parle de jeter l'encre, qu'on a parlé avec la Posidonie, faut pas jeter l'encre n'importe où. Attention pour les Posidonies. Après, c'est vrai que la Posidonie, c'est de partout en Méditerranée. Donc voilà, oui, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et du coup, comme je disais, la dernière définition pour ce jeu, chalutage. Ah, chalutage. J'allais dire, c'est quand on. Non. C'est pas quand on pêche. Oui, c'est ça, oui, exactement. Alors, bien joué. Là, non, essayez d'aller jusqu'au bout. Alors, c'est une technique de pêche qui consiste en quoi? Avec un filet. Oui, c'est ça. Des filets fantômes, comme des filets fantômes. Oui, c'est ça. Ah alors, comme on en parlait avec le grand dauphin, c'est l'une des plus grandes. Voilà, c'est à cause de ça que les dauphins, ils sont morts. Voilà. C'est ça. Alors, chalutage, c'est une technique de pêche qui consiste à traîner un grand filet au fond de la mer. Il peut entraîner avec lui les Posidonies s'il y en a. Voilà, c'est un grand danger pour le dauphin. Voilà. Et la Posidonie. Voilà, c'est fini. On a terminé le jeu. Voilà. Journaliste en herbe, passionné d'infos, de technique radio, de journalisme, tu as entre 12 et 18 ans, rejoins notre radio. Contacte-nous par mail à contact@fmradio.fr ou via notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Viens vite, on t'attend. On est toujours en direct donc de l'esplanade Francis Palmero. Vous avez beaucoup de bruit autour, donc vous inquiétez pas, c'est parce que effectivement, il y a pratiquement tous les élèves de la Villa Blanche qui sont avec nous, en tout cas ici sur cette esplanade, pour découvrir les stands qui ont été mis en place par la CARF en collaboration bien sûr avec la Villa Blanche. Mathéo, le chiffre du jour, c'est tout de suite? Oui, c'est tout de suite. C'est tout de suite. Oui, merci Jean-Luc. Le saviez-vous que 20 à 40% de ce qu'un ordinateur consomme en étant allumé est toujours consommé lorsque celui-ci est en veille? On l'apprend avec toi, on l'apprend. C'était les chiffres du jour ou il y en a d'autres, mon cher Mathéo? Non, c'est bon. Alors je me suis fait un petit peu surprendre parce qu'en fin de compte, il y a deux Mathéo. Il y en a un qui s'écrit avec 2 T et un seul T, c'est ça? Alors 2 T c'est moi et un T c'est Mathéo à ma gauche. Et donc en regardant le conducteur, j'ai découvert qu'il y avait 2 Mathéo et que ça s'écrivait pas de la même manière. Donc j'ai bien compris que vous étiez différents. Comme je vous le disais, on est en direct, donc l'émission est assez improvisée puisque on découvre les chroniques au fur et à mesure. On va vous parler dans quelques instants du Le Saviez-vous. On va faire de suite Le Saviez-vous et on aura donc Maë qui va aller faire un petit tour en direct des stands pour nous présenter les stands qui sont en place aujourd'hui, mis en place par la CARF. Le Saviez-vous, mon cher? On t'écoute. Alors, le savez-vous, un blé qui résiste à la sécheresse. En Californie, des chercheurs viennent de créer une nouvelle espèce de blé qui n'a pas besoin d'être arrosé. Ces longues racines vont chercher plus profond dans le sol l'eau et les nutriments nécessaires à sa croissance. En Europe, on regarde du côté d'une céréale vedette en Afrique, le sorgho. Peu gourmand, en eau, on peut en faire de la farine, des pâtes et même des cornflakes. Voilà. Voilà, on vient d'apprendre Le Saviez-vous avec mon cher Raphaël. Oui. On va faire un petit tour, chers auditeurs, restez avec nous, ceux qui sont en train de nous suivre sur live Facebook, bien sûr, restez avec nous. C'est Maë qui va partir faire un tour. Maë, vas-y. Oui, en effet, bonjour à tous. Voilà. Alors, oui, comme on l'a précisé.
émission. Cette journée a été organisée par la Villa Blanche en relation avec la CARF. Et donc il y a plusieurs stands autour du plateau. Et donc je vais vous en présenter certains. Et on est donc avec Benjamin qui est en classe de 3e et qui ici tient un stand. Alors en quoi consiste ce stand ? Eh bien, nous apprenons aux plus petits le cycle de l'eau. Nous leur faisons faire plusieurs petits jeux, des petites activités bien ludiques. Ils doivent remettre en place des petites étiquettes qu'on a préparées et coupées au préalable. Et s'ils en juste, on leur apprend d'autres choses. Très bien, donc en fait c'est un peu un moyen de sensibiliser les jeunes à l'écologie. Très bien, merci beaucoup Benjamin. Alors maintenant on va se diriger vers le stand mené par la CARF. Donc alors on a des petites coupures, hein, vous inquiétez pas comme d'habitude. Il y a un petit souci. Excuse-moi. Alors. Vas-y, on l'entend. Non, on l'entend plus. Ouais. Vas-y Maë. Bon, apparemment on a un souci technique encore avec ce micro. On récupère Maë, on renverra Maë dans quelques instants sur le terrain. On va tout de suite découvrir Mathilda qui va nous parler du bébé guépard. Le bébé guépard. L'un des derniers guépards asiatiques au monde est mort mardi 28 février en Iran. Pirouz, qui avait été admis à l'hôpital vétérinaire central de Téhéran pour une insuffisance rénale, est mort après avoir subi une dialyse. Le jeune félin, dont le nom signifie victorieux en persan, était devenu une fierté nationale depuis sa naissance dans un refuge. Le pays est l'un des derniers au monde où les guépards asiatiques vivent à l'état sauvage. Il n'en resterait en Iran qu'une douzaine de représentants de cette espèce qui est en danger critique d'extinction. Téhéran a lancé en 2001 un programme de protection de ces félins soutenu par les Nations Unies. Le guépard est l'animal le plus rapide au monde et peut atteindre une vitesse de 120 km/h. On en retrouve encore dans certaines parties d'Afrique australe, mais il a pratiquement disparu en Afrique du Nord et en Asie, selon France Info et Géo.fr. Merci ma chère Mathilda. Voilà, donc je lis mon conducteur pour pouvoir découvrir les prénoms à chaque fois parce que vous êtes beaucoup, vous êtes plus de 20 chroniqueurs aujourd'hui à venir animer cette émission radio, je vous le rappelle, qui est réalisée donc par les élèves du club radio de la Villa Blanche. D'habitude, on est comme d'habitude dans nos studios, tranquillement, à l'école en tout cas, tout est en place. Aujourd'hui, il a fallu mettre un studio en place à l'extérieur, avec tous les inconvénients. En tout cas, on espère que vous ne nous en tenez pas rigueur. Voilà, c'est pas évident. On fait du direct et on improvise. Et on redécouvre Maë qui va interviewer une jeune fille qui fait partie de la CARF. Oui, ça en effet. Comme l'a dit Jean-Luc, c'est une journée assez spéciale avec différents ateliers. J'ai eu l'occasion d'interviewer un atelier sur des activités. Et maintenant, on va nous expliquer le principe de l'atelier mené par la CARF. Alors, en quoi consiste ce stand ? On a un joli stand qui présente le site Cap Martin, donc c'est une aire marine protégée sur Menton et Roquebrune, et donc on présente aux élèves les espèces qui sont protégées, on fait avec eux des petits jeux, on leur pose des questions et on essaye de les éduquer sur leur beau site qui est juste à côté de chez eux. Merci beaucoup. Oui, donc comme on l'a pu le voir avec Benjamin tout à l'heure, c'est une journée pour sensibiliser les élèves, toujours dans la bonne humeur, tout en étant ludique. Voilà, donc comme merci. Le prénom de la demoiselle, c'était ? Donc c'est Léna qui nous a... Léna de la CARF. Vous pouvez applaudir Léna au public qui est avec nous aujourd'hui. Voilà, donc on vous le disait, hein, c'est une émission basée aujourd'hui avec la CARF, en collaboration avec la CARF, cette émission aujourd'hui, donc une émission à thème éco-responsable. Voilà, donc et chacun a préparé donc une chronique qui a un rapport avec l'éco-responsabilité et l'écologie, et on vous en félicite, chers chroniqueurs, puisque je rappelle que vous travaillez en général pendant 2 mois, tous les vendredis après-midi, sur le club radio pour pouvoir préparer vos chroniques et les écrire. On enchaîne depuis tout à l'heure ce matin, depuis 14h, on vous a parlé de dauphins, on vous a parlé des bons gestes éco-responsables, on vous a parlé de Posidonie, du site de Cap Martin, on vous a présenté la CARF, et tout de suite on va vous parler pollution numérique avec notre spécialiste Mathéo. Merci Jean-Luc. Elle est presque invisible, mais tout ce qu'il y a sur le web a son
à son équivalent sur la Terre. Tout site internet est hébergé dans des data centers. Ces lieux accueillent des centaines de gigantesques ordinateurs permettant de stocker toute l'information qu'Internet livre. Les milliers de data centers ont un impact environnemental car ils consomment de l'électricité et ils ont besoin d'être refroidis pour éviter des surchauffes, voire des explosions. Ce refroidissement est énergivore. La consommation énergétique des usines à serveurs, des ordinateurs et des réseaux représente 10% de la consommation mondiale d'électricité et on estime que celle-ci va augmenter de 10% chaque année, selon les chiffres du CNRS 2018. Alors, il existe des solutions. Approvisionner ces usines à serveurs en énergie renouvelable, supprimer les milliers de messages qui s'accumulent dans notre boîte mail. CleanFox peut supprimer les mails pour nous. Utiliser des moteurs de recherche qui correspondent à la pollution de cette activité. Ecosia, qui plante des arbres partout à travers le monde en recréant des écosystèmes, permettant aux communautés locales d'en vivre. Lilo qui renverse de l'argent aux associations que l'on choisit sur la plateforme. Les moteurs de recherche Quant, Ecosia et Lilo ne stockent pas de données. Tapez directement l'adresse URL précisée des sites quand on les connaît sans passer par Google. Moteur de recherche Karma est un moteur de recherche qui protège les animaux. 50% des bénéficiaires réservent aux associations partenaires. La protection des données des utilisateurs est respectée. Un fil d'actu informe sur la biodiversité, le bien-être animal et donne des pistes pour agir. Mieux vaut télécharger sur son ordinateur des contenus plutôt que d'aller les consulter en ligne ou sur le cloud à plusieurs reprises. Et enfin privilégier le Wi-Fi ou les connexions filaires qui consomment beaucoup moins que la 4G. Merci. Merci mon cher Mathéo. Allez, tout de suite, c'est la pub enregistrée par les élèves de 6e. Comme à chaque fois, on va vous présenter cette pub qui a été enregistrée et on se retrouve juste après. L'émission radio sans pub, ça n'existe pas. White Market. Hey vous qui nous écoutez, vous jetez vos objets électroniques à la poubelle. Venez chez White Market, on redonne une vie aux objets usagés. Venez chez White Market. White Market, pour une planète plus nette. Recycler, c'est bien joué. Recycler vos déchets est bon pour la planète. Trier les déchets. Recycler, c'est rendre notre terre moins polluée. Antipollution.com, inscrivez-vous et on vous donnera des conseils. Qui dit sous-marin nettoie vos océans et sauve vos animaux marins. Plus de 14 millions de mammifères sont chaque année retrouvés morts à cause de la pollution. Qui dit sous-marin ne pourra pas nettoyer tous vos déchets. Alors, faites votre part. Et sauvez la terre et les océans. Técolo, sauvez la planète, aidez-nous à recycler. Técolo, pour aider les animaux. Avec Técolo, la première usine qui ne pollue pas. Aidez-nous à aimer la planète avec Técolo. Avec Técolo, aidez la planète. Wanted, la pollution. Nous avons une nouvelle mission. De quoi s'agit-il? Carte d'identité. Le phénomène de la pollution a été créé par l'homme. Il existe depuis des millions d'années. Ces dégâts tuaient des espèces, détruire la planète et accumuler les maladies. Comment y remédier? Prendre les transports en commun. Recycler, avoir son propre potager, boire dans des cours réutilisables et favoriser la marche à pied. Mission arrêter la pollution. Planter des arbres. Mission acceptée. Installer des poubelles. Mission acceptée. Agissons pour la planète. Le flash pub enregistré par la 6e Socrate, voilà, donc de l'école de la Villa Blanche. On va assister dans quelques instants à un mini débat avec autour de la table pour vous présenter ce débat Eva, Anis, Rémi et Mathilde. Oh, je me trompe à chaque fois, donc il a l'habitude maintenant. Ils vont nous parler, la technologie va-t-elle sauver ou détruire la planète? Qu'en pensez-vous, mes chers chroniqueurs? Moi je vais d'abord exposer mon point de vue. Donc je pense pas qu'elle va sauver la planète parce qu'elle n'en a pas de pouvoir, mais je pense qu'elle peut beaucoup nous servir sans la détruire. Faut juste faire attention parce que par exemple quand on construit des armes, donc c'est de la technologie, ça peut mener à des guerres et c'est dangereux quoi. Moi je pense, j'ai un peu le même avis que Eva, pardon. Par exemple, imaginons que
en France, on trouve une nouvelle arme, dans tous les pays, ils voudront l'avoir et du coup, ça va créer des guerres. Et ça, c'est la nouvelle technologie. Mais après, les téléphones, ça nous sert bien. Il y a de nouvelles machines qui nous servent beaucoup aussi. Donc, je pense que ça va pas la sauver ni la détruire en même temps. Ça, un peu des deux. Moi, je pense que dans le futur, sachant que déjà, actuellement, on a des intelligences artificielles qui arrivent à penser tel qu'un humain, comme ChatGPT ou encore le bot Snapchat. On se rend compte que on peut vite, si on fait pas attention, on peut vite se faire dépasser par ces intelligences artificielles et peut-être elles pourront nous remplacer plus tard. En fait, tu penses que il y aura la Terre, elle sera envahie par des robots. Des robots, mais pas physiques. Des robots technologiques, on va dire. Mais après, ça existe déjà, les robots technologiques physiques qui existent réellement. Oui. Il y a pas longtemps, Elon Musk il a fait des robots là où il a implanté une puce, là où dans la puce il a implanté ChatGPT. Oui, mais peut-être que dans le futur, il y aura des intelligences artificielles plus développées que ChatGPT, avec une vraie mentalité humaine et des sentiments même. Comme les maisons connectées. Il y aura la maison, elle sera connectée en entière. Oui. Ah bon? Je pense qu'il veut dire que plus tard, là, les intelligences artificielles, elles nous donnent des réponses à des problèmes. Mais plus tard, vu qu'on aura découvert plus de choses, elles pourront nous retranscrire des sortes d'émotions et tout. C'est ça, non? Sinon, Rémi, toi, tu penses quoi de ce problème? Franchement, je pense que ça va pas la détruire, mais ça va pas l'arranger non plus, quoi. Vas-y, développe. Je pense que ça va pas l'arranger parce que si comme Anis l'a dit, si ça peut développer des émotions plus tard, les intelligences artificielles, je pense pas qu'elles vont commencer. Si ça développe des émotions, ça va comme être l'humain en lui-même. L'humain, il va pas toujours rester sans. Il va toujours vouloir faire quelque chose qui est pas forcément interdit, mais qu'on nous a pas donné l'autorisation. Après, on se rend compte déjà actuellement qu'il y a quelques années, c'était les intelligences artificielles qui avaient besoin de nous pour se développer. Et là, ça commence à être nous qui avons besoin d'elles pour apprendre et pour réfléchir. C'est vrai que les intelligences artificielles nous sont très utiles. Il y a beaucoup d'élèves qui utilisent ChatGPT. Certains considèrent comme de la triche, mais je crois que dans certaines universités et autres écoles supérieures, ils les utilisent pour des devoirs et c'est autorisé. Donc je pense que finalement, l'homme va accepter l'intelligence artificielle. Il va s'en servir quasiment tous les jours, tout le temps. Mais comme tu l'avais dit tout à l'heure, il faut faire gaffe à ne pas se faire dépasser, quoi. Ouais, justement, parce que s'il va apprendre à vivre avec eux, et il va apprendre à se laisser faire, il va être moins ferme avec les intelligences artificielles, il y a des gros risques qu'ils prennent le dessus sur nous. Mais comme a dit Eva, on est déjà beaucoup dessus sur le téléphone presque toute la journée. En fait, à chaque fois quand quelqu'un appelle, on est sur le téléphone. Quand on a besoin de chercher quelque chose, c'est sur le téléphone. Quand on a besoin d'aller, par exemple, de trouver un restaurant, c'est sur le téléphone. En ce moment, tout c'est sur le téléphone. Même il y a des gens, quand ils n'ont pas leur téléphone, ils sont perdus. C'est la technologie qui évolue. Ça peut que évoluer du coup, parce que s'il y a quelques années on n'avait pas besoin de nos téléphones pour vivre, comme tu dis, appeler, etc., et qu'aujourd'hui c'est un outil indispensable, c'est que dans plusieurs années ça va être pire qu'aujourd'hui. Il y a 50 ans, par exemple, les 50 ans, on n'utilisait pas des téléphones pour tout et n'importe quoi. Ils avaient les petits téléphones à clapper pour appeler et c'était fait. Il y a 50 ans, il y avait les téléphones à cabine, il n'y avait même pas les téléphones à clapper. Bonne remarque. Voilà. Encore quelques éléments à donner sur ce débat ou pas Moi c'est bon. On a fait le tour. Ouais. Donc petit débat si vous avez raté l'émission et que vous la prenez en cours. Débat sur la technologie. La technologie va-t-elle sauver ou détruire la planète? C'était un débat animé par Eva, Anis, Mathilde et Rémi. Bravo tous les quatre.
Allez, on va enchaîner tout de suite dans cette émission en direct, je vous le disais, de l'Esplanade Francis Palmero. On attend dans quelques instants, ils vont nous rejoindre, le club Palmero. On va ouvrir le micro de mon cher Maë, qui est donc notre reporter mobile, qui va faire un petit interview le temps que on se mette en place, Mathéo se mette en place pour nous parler chaussures, que Nicolo va nous parler dopage, que Gabriel va nous parler Story Killers et Lucas nous parlera Qui es-tu, monsieur Mbappé? Alors une première partie d'émission qui était axée très éco-responsable et une deuxième partie d'émission où on va traiter, chaque chroniqueur a souhaité traiter les sujets qu'il souhaitait. Voilà, donc vous avez compris qu'il nous reste encore une bonne 45 minutes d'émission pour pouvoir découvrir tous les sujets qui vont suivre. Mon cher Mathéo? Non, c'est Maë. Maë, pardon, Ah oui, excuse-moi. bon, mais bon. Allez. Alors, toujours à l'occasion de cette journée Eco Day, on a pu interviewer tout à l'heure 2 ateliers, maintenant une nouvelle, et oui, encore plus. Alors c'est Fabio et Alicia qui vont donc nous expliquer en quoi consiste votre atelier. Bonjour à tous. Alors notre atelier consiste tout simplement à créer des éponges DIY faites maison. Donc tout le monde sait que les éponges, même si c'est très utile dans la vie quotidienne, ça peut énormément gaspiller dû aux matériaux. Donc c'est pour ça, nous on vous propose une alternative en utilisant des chaussettes. Donc en prenant des vieilles chaussettes. Alors on va rappeler ce que veut dire DIY. Tu as dit do it yourself. Voilà, c'est de l'anglais. Hein, voilà, donc ça veut dire faire soi-même. Parce qu'il y a des gens qui savent pas ce que ça veut dire l'abréviation. Oui, bien voilà. sûr. Voilà. Oh, tu peux continuer. Donc on prend des chaussettes qui sont usagées, principalement ou juste qu'on n'utilise plus vu qu'elles ne vont plus, pour après les couper. Donc on prend des épingles qu'on va mettre sur une boîte tout autour. Après on va c'est un peu dur à expliquer sans vidéo, mais ça permet de donner une éponge totalement faite avec des chaussettes qui ont plusieurs utilités, comme par exemple l'unité, ça peut servir pour les éponges, ça peut également servir pour du maquillage, pour étaler le maquillage, ça peut également servir pour nettoyer. C'est vraiment quelque chose de très utile et très écologique qui peut servir dans la vie quotidienne. Merci beaucoup Fabio. Donc oui, évidemment, on vous invite tous à faire ces petites initiatives pour notre environnement. Et donc c'est bon de pouvoir... Et puis surtout, les gens qui veulent oui. venir découvrir les stands qui ont été mis en place aujourd'hui par la CARF dans cette démarche éco-responsable peuvent venir nous rejoindre jusqu'à 16h. Hein. On est à peu près là jusqu'à 16h, donc sur l'esplanade Francis Palmero, à côté du musée du Bastion. On enchaîne tout de suite avec notre émission, avec Mathéo qui va nous parler chaussures juste après le jingle. Radio Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française. La chaussure. De quelle chaussure vas-tu nous parler, mon cher Mathéo, avec 2T? Aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la chaussure. Alors, les premières preuves visuelles de chaussures ont été découvertes sur des peintures rupestres datant d'il y a 13 000 à 15 000 ans. Des scènes dépeignant des chaussures portant des bottes en peau d'animal et en fourrure. Les chaussures à boucles existent en Europe depuis le Moyen-Âge. On dit que ce sont les Grecs qui les ont inventées, les premières chaussures. C'étaient des sandales, d'abord portées par les empereurs. En 1868, la Candy Manufacturing Co. de New Haven, aux États-Unis, fabrique des chaussures de sport en toile avec des semelles en caoutchouc. Il s'agit également d'un accessoire de mode qui vêt les femmes comme les hommes. Le terme chaussure dérive du verbe chausser, issu du latin calceare, mettre des souliers. La plus vieille chaussure du monde est en Corse et découverte aux États-Unis, elle aurait plus de 10 000 ans. La plus ancienne des chaussures en cuir était mocassin à 5500 et a été découverte dans une grotte en Arménie. Maintenant, je vais vous parler des chaussures modernes, donc les chaussures les plus recherchées du monde. En 10e place, on a la Jordan 1 Retro Height University to Chicago. En 9e place, on a la Nike Space IP03. En 8e place, on a la Joe Fresh Goods X New Balance 982. En 7e place, on a la Adidas Yeezy Boost 350 V2. En 6e place, on a la Grateful Dead X Nike SB Dunk Low.
En 5e place, on a la Ben Jerry X-Nike SB Dunklo. En 4e place, on a la Travis Scott X-Nike SB Dunklo. En 3e place, on a la Dior X-Nike Air Jordan 1 Retro White. En 2e place, on a la Off-White X-Nike Air Jordan 4 Sale. Et en première place, on a la Jordan 1 13 Retro Flint. Waouh, je me demande dans quel langage ils étaient en train de parler, puisque alors j'ai jamais entendu tout ceci. J'ai bien compris que vous étiez fan de basket et de toutes ces baskets-là. Je ne savais pas qu'elles avaient des noms aussi compliqués, aussi longs. Il faut vraiment connaître ce... Voilà, donc on a... De temps en temps, vous voyez apparaître sur la caméra à côté de moi Florence Casgrain, donc, qui est la professeure qui gère cet atelier radio à l'école de la Villa Blanche, qui vient me donner quelques petites infos, puisque j'ai le casque, donc j'entends pas tout ce qu'elle dit. Et elle nous disait, effectivement, elle avait une remarque qui disait, du moment qu'on peut marcher avec, que ce soit première ou dernière basket, voilà, c'est l'essentiel. Merci mon cher Mathéo. Ah, c'est pas encore C'est pas terminé, terminé, pardon. Allez, excuse-moi. Alors, c'est du direct. La chaussure la plus rare du monde et la plus difficile à trouver, c'est la Air Jordan 4 Retro X Eminem. Et maintenant, en dernière chose, je vais vous parler des paires les plus aimées des Français. Alors en 10e place, on a la Nike Air Force 1 0,7. En 9e place, on a la Vans Old School. En 8e place, il y a la Nike Richt Element 55. En 7e place, on a la Converse Chuck Taylor All Stars Classic. En 6e place, on a la Nike P6000. En 5e place, on a la Adidas Continental 80. En 4e place, on a la Nike Air Force One Sage Low. En 3e place, on a la Nike Zoom 2K. En 2e place, on a la Nike Air Force One Shadow. Et la paire la plus aimée des Français, c'est la Adidas Stan Smith. Et là, on a tout compris, je pense, qu'on est arrivé au bout de la chronique spéciale chaussures et spéciale basket, oui. Mon cher Mathéo. Merci en tout cas d'avoir fait découvrir à tous les gens qui nous suivent et qui ne savaient pas qu'il y avait effectivement ce classement de basket ici en France. Alors, on rappelle la basket la plus préférée des Français ? Oui, alors la basket la plus aimée des Français, c'est la Adidas Stan Smith. Voilà, donc pour ceux qui l'aiment. On parle tout de suite dopage. C'est quoi le dopage avec Nicolo ? Se doper, c'est utiliser des produits ou des procédés illégaux afin d'améliorer ses performances et ses résultats sportifs. Les premières pratiques de dopage remontent à l'Antiquité, avec l'utilisation de plantes, viandes et boissons variées à l'occasion des Jeux de la Grèce antique. Comment sait-on si un sportif est dopé ? On lui demande de se soumettre à un contrôle antidopage. Cet examen permet de trouver dans le corps de l'athlète les indices de l'utilisation de procédés ou de produits interdits pour améliorer ses performances. Cette mission est menée par les fédérations sportives du monde entier et les organisations antidopage des pays qui accueillent les compétitions. Pourquoi est-il interdit par la loi ? Question de morale. Quand on se dope, on triche. Or, la règle veut que l'on soit tous égaux sur la ligne de départ. Ce que dit la loi. La loi du 23 mars 1999 relative à la protection de santé des sportifs et à la lutte contre le dopage, dite loi Buffet, a posé le cadre général de l'interdiction. Elle a été complétée par la loi du 5 avril 2006 et qui a renforcé les moyens d'action contre le dopage. Ces deux lois se trouvent dans le code sportif, dans le code du sport. Pour être interdit, le dopage doit remplir deux conditions. Être utilisé dans le cadre de compétitions et manifestations sportives organisées par les fédérations sportives et utiliser des substances ou procédés interdits. Merci mon cher Nicolo de nous avoir parlé de dopage de données. Alors tout au long de cette émission, des chroniques qui ont été préparées par les élèves du club journaliste de la Villa Blanche. Vous retrouverez donc des sujets différents qui ont été préparés par les élèves. Merci de nous suivre. Tout de suite, encore un petit break avec Mathéo qui a été chercher un élève pour lui demander ce qu'il pensait de cette journée, mon cher Mathéo. Alors oui, donc on allait voir l'avis d'un petit collégien. Donc c'est Elio en classe de 6e Socrate, qui va donc nous donner un peu son avis sur cette journée très ludique. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, Elio ?
Eh ben moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que recycler, c'est très bon pour la planète et ça évite de beaucoup moins polluer. Très bien. Et un autre mot, par exemple, tu as pu faire quelques activités? Eh ben, j'aime bien faire la marche à pied et du vélo pour éviter de prendre les transports en commun et de moins polluer du coup. Et quelques activités ici dans le coin, tu as essayé? Des stands? Dans le coin, j'ai bien aimé pour dessiner sur la mer. Et là, le club radio du coup. Très bien. Merci beaucoup. Merci mon cher Mathéo. Mathéo qui a le micro mobile et qui va faire un petit tour de temps en temps ici sur cette esplanade Francis Palmero pour aller faire les interviews des gens qui sont avec nous aujourd'hui et qui nous accompagnent, puisque je vous le disais, dans le cadre de cette journée, le Club Radio bien sûr avec son émission trimestrielle, mais tout autour des stands de la CARF pour faire découvrir ce côté éco-responsable. Voilà, donc on enseigne tout de suite ici sur le plateau avec notre chroniqueur suivant, c'est Gabriel qui va nous parler Story Killer. Eh bien oui, je vais vous parler de Story Killer. Alors Story Killer, c'est un projet de journalisme d'investigation collaborative de plusieurs médias d'actualité visant à enquêter sur les entreprises spécialisées dans les manipulations d'opinion publique et la diffusion de fausses informations. Il prend sa source dans la volonté de poursuivre le travail d'une journaliste indienne, Gauri Lankesh, assassinée en 2017. Ce projet est coordonné par les plateformes Forbidden Stories, dédiées à l'aide aux journalistes ainsi que la poursuite d'enquêtes de journalistes menacés, emprisonnés ou tués. Le projet est notamment constitué de médias francophones, Le Monde, Radio France, Le Soir et Radio-Télévision Suisse. Par exemple, en France, le journaliste Rachid Mbarki est licencié par la chaîne BFM TV pour avoir participé contre rémunération à des campagnes de désinformation organisées par Team George. La Team George est spécialisée dans l'influence, la manipulation électorale et la désinformation et vend ses services aux plus enfants. Sont également mentionnés comme illustrant ce phénomène les conditions d'écriture et diffusion à des fins de déstabilisation de la Croix-Rouge, d'une tribune d'Emmanuel Dupuis dans le magazine d'extrême droite, etc. En résumé, Story Killer est donc le nom donné aux enquêtes des journalistes sur le business des fake news. Merci mon cher Gabriel. En voiture, au travail, à la maison, vous écoutez Fréquence Méditerranée. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on se pose toujours la question de qui est Monsieur Mbappé. Et pour répondre à cette question aujourd'hui, notre spécialiste foot, c'est Lucas. Alors c'est exact, je vais vous parler du célèbre Kylian Mbappé. Alors nous savons qu'il est très soutenu par sa famille. Il est né le 20 décembre 1998 à Paris. Il a un petit frère qui se nomme Ethan et ses parents ont aussi élevé un autre enfant. Depuis toujours, Kylian est soutenu par sa famille, surtout par son papa qui suit la carrière de son fils de très près. Quant à sa maman, elle s'occupe de son image, c'est-à-dire de ce qui paraît dans les médias, les magazines ou les télévisions qui demandent des interviews ou font des reportages sur sa star de fils. Il a beaucoup de rêves. Kylian a grandi dans une famille très sportive et a commencé à jouer au football en 2004 à l'âge de 6 ans, à l'AS Bondy. Bondy est une ville pas loin de Paris, c'est la banlieue. Un environnement dans lequel Kylian a construit ses rêves, comme il le raconte dans une lettre qu'il a écrite pour les enfants de Bondy. À 13 ans, il rentre à l'Institut national du football de Clairefontaine. Il rejoint ensuite l'AS Monaco où il se fait repérer rapidement. C'est du haut de ses 19 ans seulement que Kylian rejoint son club de football actuel, avec lequel il a gagné un bon nombre de récompenses, le Paris Saint-Germain. Il possède un salaire extraordinaire. Kylian, dès son jeune âge, gagne 4 340 € par heure, 72 par minute et 1,2 € par seconde. À 23 ans, Mbappé a encore de beaux jours devant lui. Sa description, il mesure 1m78 pour 175 kg. C'est dès maintenant officiel, Kylian Mbappé est le nouveau capitaine de l'équipe de France à seulement 24 ans. Une décision prise par l'entraîneur Didier Deschamps qui avait d'autres possibilités comme Antoine Griezmann présent depuis 2014. Griezmann est donc capitaine suppléant selon vous, c'est une bonne décision de la part de Deschamps? Mbappé est donc le successeur de Hugo Lloris, une fierté pour le meilleur buteur du PSG qui lors de son premier match en tant que capitaine a inscrit un doublé face aux Pays-Bas. Qu'est-ce que t'en penses mon cher Lucas? Toi qui apparemment, est-ce que tu es fan d'Mbappé déjà? Oui. Oui. Et qu'est-ce que tu penses de le fait qu'il soit capitaine de l'équipe de France? Il le mérite parce que déjà il nous a
Il a réussi à marquer un triplé en finale de Coupe du Monde. Est-ce que tu joues au foot toi aussi déjà? Oui. D'accord. Oui. Donc tu t'inspires de Mbappé, c'est ça, effectivement. Oui. Ce personnage t'inspire. Tu aimerais un jour te retrouver peut-être comme lui en équipe de France, je suppose. Oui. Voilà, merci mon cher Lucas de nous avoir présenté Monsieur Mbappé, que beaucoup de garçons admirent bien sûr, mais pas que, les filles aussi, puisque on a quand même beaucoup de filles qui jouent au ballon maintenant, d'ailleurs depuis la dernière Coupe du Monde féminine. On vous parle, on enchaîne d'ailleurs, on va rester dans le football, puisqu'on vous a parlé d'Mbappé et on vous parle tout de suite d'argent, des footballeurs. Et pour nous en parler, c'est Léo qui a décidé de nous en parler. Merci Jean-Luc, c'est exact. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'argent des footballeurs. Alors, d'où vient cet argent? La première chose, c'est le salaire que leur verse leur club. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent avoir des contrats publicitaires. Les marques utilisent la célébrité des footballeurs pour pouvoir vendre quelque chose. Un joueur comme Messi, comme Cristiano Ronaldo, ce sont des gens que l'on voit régulièrement dans les publicités. Il n'y a que 1200 joueurs qui gagnent un salaire grâce au foot. Même à très haut niveau, beaucoup de footballeuses sont obligées d'avoir un autre métier pour gagner leur vie. Un jour une actu, publié le 7 juin 2021. Alors vous avez vu, c'est du direct, je suis en train de discuter en coulisses avec l'organisatrice, puisque vous nous suivez sur la caméra, sur la Facebook, l'organisatrice de cette journée et surtout de cet atelier radio, Florence Casgrain, professeure donc au CDI, professeure d'histoire à l'école La Villa Blanche. Voilà, bonjour ma chère Florence. Pourquoi vous rigolez les jeunes? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes déstabilisés? On a parlé donc football avec Mbappé, l'argent des footballeurs. On change complètement de sujet. On vous parle séisme. Je vous disais première partie d'émission qui était assez axée écologie et éco-responsabilité. Mais là tout de suite on change complètement de sujet. On vous parle des séismes et c'est Mathilde pour nous en parler. Eh oui Jean-Luc. D'abord je vais vous expliquer ce qu'est un séisme. Un séisme c'est un tremblement de terre. C'est le résultat de la libération d'énergie accumulée par les déplacements et les frictions des différentes plaques de la croûte terrestre. Phénomène regroupé sous le nom de tectonique des plaques. La majorité d'entre eux n'est pas ressentie par les humains, mais quand ils sont ressentis, ils ne rigolent pas. Comme celui de Turquie. Il n'y a pas longtemps, le lundi 7 février, la terre a tremblé par deux fois, à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Les secousses ont été si fortes que des bâtiments se sont effondrés, faisant plus de 30 000 morts et des centaines de blessés. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée sous les décombres. Dans les décombres d'une maison de Jean d'Eris, une localité de Syrie durement touchée par ce même séisme, les secouristes ont découvert un bébé vivant, encore relié par le cordon ombilical à sa mère décédée. Le bébé a en effet perdu toute sa famille dans la catastrophe. Son père, sa mère et ses 4 frères et sœurs. Tous sont morts dans l'effondrement de leurs immeubles de 5 étages. Afra a été retrouvée vivante 10 heures après le séisme. Le nourrisson avait ensuite été pris en charge par un hôpital d'Afrin, ville du nord-ouest de la Syrie. Aujourd'hui, la petite fille est en bonne santé. Et maintenant, je vais vous donner quelques conseils en cas de séisme. Si vous êtes à l'intérieur, abritez-vous près d'un mur, éloignez-vous des fenêtres. Si vous êtes à l'extérieur, ne restez pas à proximité des fils électriques. Voilà, mais j'ai entendu dire à la radio que la semaine dernière, il y avait eu un séisme dans le Var, qui avait été ressenti dans le Var jusqu'à Nice. Et voilà, mes recherches viennent de Un jour une actu Ouest France et site du gouvernement. Et on peut même te rajouter qu'il y en a eu hier ou avant-hier à Mandelieu. Un petit séisme à Mandelieu de 2,5 sur l'échelle de Richter. Voilà, donc plusieurs sujets, chers auditeurs, tous ceux qui sont en train de nous suivre sur le live Facebook. Vous avez vu plusieurs sujets qui s'enchaînent cet après-midi et qui n'ont pas de rapport l'un avec l'autre, mais voilà, c'est effectivement ce qui se passe au club de journalisme de l'école de la Villa Blanche, où les jeunes qui sont inscrits dans ce club préparent des chroniques pour préparer une émission qu'on vous présente une fois par trimestre en direct. D'habitude, on est en direct de l'école de la Villa Blanche. Là, aujourd'hui, on a décidé d'être en extérieur pour terminer cette année, puisqu'on est au mois de juin et que bientôt, ils vont être tous en vacances. Et voilà, et déjà pour un premier aperçu des vacances, on a tout le monde ici qui est en place sur cette planète Francis Palmero avec la caméra. Vous pouvez le voir, un très très beau décor
derrière moi. On vous parle tout de suite les problèmes mondiaux de médecine et pour nous en parler, c'est Eva. Voilà, c'est ça. Donc, je vais vous parler des problèmes mondiaux de la médecine. Donc, d'abord, un résumé de la situation. Dans de nombreux pays d'Europe, la situation est difficile. Il y a des manifestations, des grèves ou encore des pénuries diverses. Mais aussi dans certains pays pauvres où les infirmières sont tentées par des travaux dans les pays plus riches. En somme, le constat est le même. Dans les pays riches, les systèmes sont sous pression parce que la demande de soins explose et que l'offre ne suit pas. Partout dans le monde, la pandémie de Covid-19 a servi de révélateur. Les soignants sont souvent à bout et les systèmes de santé dans un état critique. En manque financier et matériel, ils ne parviennent plus à prendre en charge des patients de plus en plus nombreux et vieillissants. Le recrutement par les pays riches des personnels issus des pays du Sud pèse désormais largement sur les systèmes de santé de ces derniers. Maintenant, parlons de la France et de la pénurie de ses médecins. La pénurie des médecins peut s'expliquer par le fait qu'en 1971, le numerus clausus, le nombre d'étudiants autorisés à poursuivre ces études de médecine, a été baissé et ensuite une nouvelle fois à la fin des années 80, car à cette époque, les médecins affluaient et étaient en surnombre en France. Il fallait donc en réguler le nombre. Mais c'est à ce moment-là qu'on aurait dû anticiper les pénuries à venir. Vers 1998, les gens prennent conscience de la pénurie qui se profile. Mais c'est seulement dans les années 2000 que le numerus clausus est augmenté. Et c'est malheureusement un peu tard, car il faut 10 ans pour former un médecin généraliste. Effectivement, très bonne remarque et très belle chronique que nous a présentée notre chère Eva. On retourne retrouver Maë pour nous présenter encore un petit interview le temps que le plateau suivant se mette en place. Il est déjà en place d'ailleurs. Dans quelques instants, c'est Lorenzo qui va nous parler des Jeux Olympiques, puisque je vous rappelle qu'en 2024, c'est l'année des Jeux Olympiques ici en France. Et juste avant, mon cher Maë, je retrouve. Oui, alors on continue encore et encore des stands. Et donc là, on est avec Lucas en classe de 3e qui va donc nous présenter son stand. Alors, dis-moi en quoi ça consiste. En vrai, ça consiste à parler de la vie des abeilles. Qu'est-ce qu'elles font, comment le miel marche, comment ça marche dans une ruche globalement, comment la reine est nourrie, etc. Et voilà. Hein. D'accord, donc c'est par rapport à tout ce qui est ludique, encore dans l'écosystème, dans cette journée Eco Day. Et quand vous avez vu tous les élèves arriver, qu'est-ce que ça a procuré comme sentiment? Comment tu as pu ressentir tout cela? En vrai, c'était cool et intéressant parce qu'en plus, il y a eu plusieurs types de classes différents, de différents âges. Et on a pu remarquer que même les plus petits s'en connaissent déjà beaucoup sur les abeilles, même si c'est un sujet que ça ne parle pas à tout le monde. C'est quelque chose qui, globalement, est connu, même si on ne dirait pas. Oui. Essentiel surtout, hein, les abeilles pour aujourd'hui. Oui, évidemment, par exemple pour les fleurs, c'est essentiel parce que c'est grâce aux abeilles que le pollen est transporté de fleur en fleur. Et ça aide à la reproduction. Oui, bien sûr. Donc, merci beaucoup, Lucas. Merci, Lucas. Merci, mon cher Maë, de nous faire un petit peu découvrir ce qui se passe autour. Alors, pas de caméra sur Maë, il n'est pas loin de moi, donc il va rencontrer au fur et à mesure les différents intervenants de cette journée. On est encore ensemble, je pense, une bonne petite demi-heure. Donc, pour ceux qui nous suivent, on va parler tout de suite Jeux Olympiques. C'est Lorenzo qui va nous en parler. Et puis, on aura resté avec nous parce que à la fin de l'émission, on va vous faire découvrir un rap qui a été enregistré donc par Raphaël, Kailan, Noémie, Nolan, voilà, des jeunes de l'école de la Villabranche. Mais tout de suite, on vous parle, c'est Lorenzo qui nous parle Jeux Olympiques. Et oui, Jean-Luc, je vais vous parler des Jeux Olympiques. En tout premier, la date des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques ont lieu le 26 juillet 2024 et cela se termine le dimanche 11 août 2024. Cet événement dure 16 jours. Le lieu des Jeux Olympiques se trouve en France, à Paris, à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, à Nice, à Saint-Étienne et à Lyon. Pour les billets, il y a peu de place pour différents sports et les billets sont très chers parfois. Il y a à peu près 1 million de places à 24 € et la moitié des billets à moins de 50 €. Et maintenant les mascottes. Les mascottes olympiques, c'est un moment que beaucoup attendent. La mascotte doit remplir de nombreux critères, représenter le pays, être jolie, attachante, reconnaissable, etc. C'est pour cela que la plupart du temps, ce sont des animaux qui sont représentés, car ils vont réussir à toucher le plus les gens. J'ai trouvé ces informations sur le journal des enfants.
Maintenant, je vais vous parler des milliers de policiers qui veilleront au bon déroulement des Jeux. Des milliers de policiers et gendarmes seront mobilisés chaque jour pendant les JO. Mais il reste des milliers de personnes à trouver pour sécuriser le grand village olympique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le grand village olympique, c'est le lieu de vie des sportifs pendant les Jeux olympiques. Nous savons que des milliers de personnes voyageront chaque jour dans Paris pendant les JO. Est-ce que les transports en commun arriveront à les prendre en charge ? Il y a d'autres solutions comme les 55 km de pistes cyclables qui sont créées pour cette occasion. Mais il y a aussi les taxis volants électriques qui sont encore à l'essai. Selon le Figaro, un billet de taxi volant devrait coûter de l'ordre de 110 €. Aussi, des dizaines de chantiers sont en cours, comme le complexe Omnisport, un centre aquatique, une clinique pour soigner les 11 000 athlètes et encore d'autres. À lui seul, le chantier du village olympique emploie des milliers d'ouvriers. Une autre information importante, les athlètes russes pourront-ils participer aux JO, malgré la guerre que leur président mène contre l'Ukraine ? L'Ukraine est contre et menace de ne pas envoyer d'athlètes en France. Il reste un peu plus d'1 an aux organisateurs pour trancher. J'ai trouvé ces informations sur Un Jour Une Actu. Merci. Une fin de chronique bien complexe, un choix bien complexe en tout cas pour ces Jeux Olympiques, belle chronique. Alors comment ça fonctionne le club journalisme? Pour ceux qui sont en train de nous suivre, qui ne le connaissent pas, le club journalisme c'est des élèves, donc on rappelle que l'école de la Villa Blanche a tous les vendredis après-midi des clubs, alors club comédie musicale, journalisme, ping-pong, théâtre, voilà, et les jeunes s'inscrivent donc dans ces clubs, dans ces différents clubs, et cette année et les années qui suivent. Oui mon cher, tu veux rajouter quelque chose? Oui, les clubs c'est à partir de la 5e. À partir de la 5e, donc merci de le rappeler. Donc des clubs où les jeunes peuvent s'inscrire, les élèves de la Villa Blanche, ceux de 5e, et donc participent à ces clubs. Et donc une vingtaine de personnes aujourd'hui, cette année, et depuis maintenant 4 ans où Radio Fréquence Méditerranée se déplace donc à la Villa Blanche pour animer ces clubs journalisme. Une vingtaine de chroniqueurs, on les appelle des chroniqueurs, qui préparent leurs chroniques et qui viennent les dire derrière un micro. Et pour la plupart, c'est la première fois où on les voit intervenir avec un micro. Et ils sont tous, on peut dire, très très bons maintenant depuis quelques temps. Et on va tout de suite parler donc du droit des femmes. Et là, c'est Éline qui va nous parler. Droit des femmes, ma chère Éline. Les femmes, mesdemoiselles, écoutez tous. C'est exact, je vais vous parler des droits des femmes dans les différents pays. Les droits des femmes en France, l'égalité progresse. En 1791, Olympe de Gouges publie la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. En 1836, l'ordonnance du 23 juin organise l'enseignement primaire pour les filles. En 1907, les femmes peuvent enfin utiliser leur salaire lorsqu'elles sont mariées sous le régime de la communauté sans avoir obligatoirement l'accord de leur mari. En 1944, les femmes obtiennent leur droit de vote. En 1965, elles peuvent exercer une profession et ouvrir un compte bancaire à leur nom sans le consentement de leur mari. En 1975, les écoles deviennent mixtes. Les filles vont donc à l'école avec les garçons. En 2000, la loi de la parité est installée. Elle vise à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Il y a des pays, malheureusement, où les femmes n'ont aucun droit, comme en Afghanistan. Contrairement aux Françaises, les femmes afghanes ont été privées de leurs droits civils, les plus fondamentaux, notamment le droit à l'éducation, à l'emploi, à la liberté de la parole et à la liberté de circulation. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci ma chère Éline. Éline qui nous a parlé du droit des femmes. Donc vous pourrez bien sûr réécouter la totalité de ce qui arrive en cours d'émission, qui arrive en fin d'émission. Vous pourrez réécouter la totalité de l'émission. Émission qui a démarré à 14h exactement. Et il est donc toujours en direct de cette planète Francis Palmero. Il est 15h15. L'horoscope tout de suite avec Eva, Lorenzo, Nicolo et Mathilde. Ah, ils sont pas en place, donc on va les attendre. On change de plateau, il n'y en a qu'un qui est en place. C'est notre cher Lorenzo. D'abord, je vais vous présenter donc l'horoscope du Bélier qui est représenté par l'oursin. Donc, au travail, servez-vous de vos qualités de déplacement afin de ne pas rester bloqué au même endroit au cours de votre vie. Pour le Poisson qui signifie la mérou, pour la santé, vous avez envie de changement, n'hésitez pas à rentrer vos épines pour faire de la place aux autres. Pour la Rascasse, représentée par le Scorpion, amour, vous êtes quelqu'un de plutôt solitaire qui n'a besoin de pas grand monde pour avancer. Santé, vous contaminez les autres sans l'être vous-même.
travail. Vous n'êtes pas acharné du travail, vous préférez vous reposer. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Luc, on n'entend pas Mathilde. Mathilde, alors on arrive, t'inquiète pas, il y en a un qui a dû couper le micro. Le grand cormoran représente les balances. Amour, vous aimez être entouré et vivre en société. Santé, les airs ne sont pas votre seul domaine exploité. Vous adorez plonger dans les profondeurs. Travail, vous préférez la tranquillité pour pouvoir bien travailler. Ensuite, le lion, qui représente l'étoile de mer. Santé, ne vous faites pas de soucis, votre bonne étoile ne vous lâche pas et vous êtes en forme pour faire plusieurs choses à la fois. Amour, vous rayonnez de bonheur grâce à vos couleurs. Travail, votre expert pourrait en intéresser plus d'un. Capricorne, qui représente la grande nacre. Santé, vous allez gagner en énergie. Pour l'amour, sortez de votre zone de confort, devenez sociable. Pour le travail, motivé, vous ne restez pas planté dans le sol car vous êtes doué pour faire des boutons et des bijoux. Oloturi, qui signifie pour le taureau. Travail, vous êtes quelqu'un de lent, mais mettez-vous au réveil une heure avant, comme ça vous n'êtes pas en retard. Amour, on vous connaît peut-être sous le nom de concombre de mer, mais vous vous révélez réellement chaque jour. Pélagie, vous représentez les Sagittaires. Santé, cette semaine vous êtes mou, il faut penser à s'hydrater. Travail, vous n'êtes pas concentré et pas futé, essayez d'être plus prometteur. La Sinomocée, qui représente la Vierge. Amour, vous adorez offrir des fleurs. Et la santé, un peu d'air marin, ça fait du bien. Un très bel horoscope préparé par... Ah, c'est pas fini, pardon, excusez-moi, allez-y, finissez. Gémeaux, qui représente cigale de mer. Amour, reculer pour mieux s'enfuir, c'est votre devise. Travail, timide, vous préférez vous cacher derrière les autres. Attention au tapage nocturne. Vélèle, représenté par le Verseau. Dans votre travail, soyez transparent avec ceux qui vous entourent. En amour, vous n'êtes pas irritant, mais certaines personnes pensent que vous êtes toxique. Ne vous laissez pas décourager. Pour votre santé, laissez-vous porter par le vent, un voyage qui vous fera le plus grand bien. La Sèche, vous représentez les cancers. Vous cherchez l'amour et vous utilisez vos multiples tentacules pour impressionner celui ou celle qui vous plaît. Santé, en ce moment vous avez peur, mais vous pouvez vous cacher derrière un rideau d'encre. Dans le milieu du travail, vous pouvez vous camoufler et imiter votre environnement. Vous aurez donc des facilités à obtenir ce que vous voulez. Et voilà. Merci mes chers chroniqueurs. Donc on va rappeler votre prénom, Eva, Lorenzo, Nicolo et Mathilde. Juste le temps que tout le monde, le club météo se mette en place, on retrouve notre Maë qui nous a été encore en interview, mon cher Maë. Maintenant, on est encore d'autres stands et on a Paul qui va donc nous expliquer le principe de son stand. Alors explique-nous un peu. Mon stand, c'est une fresque où la plupart des élèves de l'école dessinent dessus. Et la fresque, c'est des dessins sur les fonds marins. Et après, on raconte des anecdotes et comment adapter les bons gestes avec l'environnement pour pouvoir mieux le sauver. D'accord. Donc, comme on a fait pour tous les stands, c'est un principe ludique. Donc là, le principe de dessiner, de pouvoir exprimer sa créativité tout en étant profiter et sauver l'écosystème dans cette journée en partenariat avec la CARF. Donc voilà, merci beaucoup Paul. Merci mon cher Maë d'être... vous avez vu, on fait tout ici, on va régler les micros, on a Maë qui interview, c'est du direct, voilà, donc c'est de la radio pédagogique et surtout en direct, donc c'est pas toujours évident. On vous parlait tout à l'heure des clubs, de tous les différents clubs que vous pouviez découvrir à la Villa Blanche et ils sont avec nous cet après-midi, c'est le club Météo qui va nous présenter donc la météo marine et ils vont se présenter puisque j'ai pas les prénoms sur ma fiche du club Météo. Alors... on a qui avec nous cet après-midi pour parler météo marine? Alors bonjour. Oui, parle dans le micro. Je suis Théo Tonneau. Voilà. Et puis ensuite il y aura Lina qui va nous rejoindre. On parle dans les micros s'il vous plaît. Voilà.
Je vais vous présenter la météo marine. Donc les conditions générales sont très agréables. Le vent est orienté dans un flux de sud-ouest. Une brise de mer sensible souffle en ce moment. Les rafales pourront atteindre les 12 nœuds. La mer est calme, voire peu agitée. La température de l'air s'élève aujourd'hui à 23 degrés pour un ressenti qui dépasse les 30 degrés. La température de l'eau atteindra 21 degrés. Attention aux UV dont l'indice atteint le niveau 8 sur 10. Pensez bien à vous protéger, surtout entre 10h et 16h. C'est là où le niveau des UV est le plus élevé. Pour les plaisanciers, vous bénéficiez d'une visibilité supérieure à 20 km. Le risque de pluie est inexistant. Profitez de cette magnifique journée et le Club Climat Météo vous souhaite un excellent week-end. Mon cher, je vois que tu es accompagné, mais tu n'es pas tout seul. Donc tu fais partie du Club Météo ? Non. D'accord. Ah, c'est pour nous présenter le rap qui va suivre, c'est ça, juste Oui, après. ça. Hein. Donc rappelle ton prénom parce qu'il était un petit peu compliqué. C'est Théo Attenot. Théo Attenot. Exactement. C'est le nom Attenot. Oui. Voilà, d'accord. Je croyais que c'était la totalité du prénom. Il est costaud le prénom. Merci Théo du club journalisme, du club météo, pardon, effectivement. Merci. On va vous. Alors, juste avant de terminer l'émission pour découvrir ce rap, est-ce qu'on retrouve encore avec nous Maë ? On est là et donc on va interviewer le Briac qui va nous donner son ressenti de cette journée pédagogique. Alors Briac, dis-nous, qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai très bien aimé cette journée. J'ai découvert de nouvelles choses, que le site Cap-Martin a été protégé. J'ai découvert la Carfe et la Riviera française. Merci beaucoup Briac. Comme il nous l'a expliqué, cette activité a été organisée, ces activités ont été organisées pour pouvoir sensibiliser et apprendre de nouvelles choses à tous les élèves de la Villa Blanche par rapport au respect de l'environnement et notamment local au niveau de la mer Méditerranée et notamment les zones protégées dans le Cap Martin. Merci beaucoup. Alors je rappelle que Maë envisage et se dirige vers des études de journalisme. Il a 14 ans, voilà, donc il a fait un stage chez nous à Radio Fréquence Méditerranée. Alors une émission aujourd'hui un petit peu chaotique, on va dire, dans l'ensemble, puisque c'est du direct et puis on s'adapte à la situation, bien sûr, puisque déjà l'endroit, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, et puis il y a du bruit autour de nous. Donc à l'enregistrement, tout se passe bien. Au direct, tout se passe bien. Mais c'est sûr qu'autour, on a énormément de bruit. Donc, ce qui fait qu'il est un petit peu difficile à rester attentif à ce qui se passe. On va terminer l'émission avec le rap qu'on vous a promis, bien sûr. Et pour nous présenter ce rap, ils vont déjà se présenter eux-mêmes. Bonjour, moi c'est Kaelan. Moi c'est Anis. Comme vous savez, j'ai déjà fait des émissions ici. Bonjour, moi c'est Raphaël et je fais partie du projet rap. Et il y a également Noémie qui arrive. Noémie qui est une rappeuse aussi. Alors elle va s'approcher, elle va mettre le casque, elle va parler dans le micro. On a les photographes de la Carfe avec nous, si je ne me trompe pas. C'est la Carfe ? C'est pas les photographes de la Carfe ? C'est la Villa Blanche. C'est la Villa Blanche. Voilà, donc on a la chance, on a des photographes autour de nous, il y a du monde. Voilà, vous voyez pas tout ce qui se passe autour, mais il y a beaucoup. Le club photo, voilà, puisque je disais qu'il y avait beaucoup de clubs à la Villa Blanche, dont le club photo. Voilà, et on aura peut-être. On pourrait nous présenter l'animatrice du club photo, Florence. Maë va ouvrir le micro pour qu'il nous présente. Donc c'est Aurélie qui. On revient au rap juste après, vous inquiétez pas. Comment ? On va revenir au rap juste après, mais on profite d'avoir Aurélie, c'est ça ? Bien sûr, c'est Aurélie qui anime le club photo de la Villa Blanche. Alors, comment ça se passe en quoi consiste le club ? Ça se passe très bien. Le club photo, du coup, on fait des photos. Donc là, cette année, on a participé au concours photo du club photo Menton de la ville de Menton. Malheureusement, on n'a pas été retenu, mais les photos étaient très 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 belles. J'étais très très fière de mes élèves. Ensuite, ils se sont pris en photo, donc ils ont cherché des photographes pour créer leur autoportrait, pour s'inspirer de certains photographes. Et là, on est sur le dernier projet, donc on reprend soit des affiches, soit des livres, soit des séries, et pourrait faire exactement la même chose. Donc en fait, c'est un gros travail de production à faire avant d'appuyer sur le bouton. Merci Aurélie, en tout cas, comme on le rappelle, à la Villa Blanche, il y a plusieurs clubs qui permettent
qui sont animés le vendredi après-midi pour pouvoir montrer à de nombreux élèves différents talents et de différents professeurs ou surveillants. Donc, et là aujourd'hui, tous les clubs sont réunis pour. Merci Maë. Pour cette, voilà, Maë, notre chroniqueur volant, on va dire, notre journaliste volant. On revient à notre rap, on avait dit qu'on allait terminer, mais on a un petit peu chamboulé en quelques secondes, puisqu'on avait la chance d'avoir Aurélie du Club Photo. Donc autour de la table, pour nous présenter ce rap, je disais Raphaël, Kaylan, Noémie, Nolan et Anis, il en manque un peut-être. Nolan n'est pas présent. Nolan n'est pas présent. Qui a écrit les paroles de ce rap? Un peu tout le monde. Tous autour de la table? Oui, c'est ça. Alors j'ai écouté, c'est pas mal. Hein. On va faire ça découvrir à nos auditeurs. Les 4 voix il y a les 4 voix? Oui, c'est ça. Ok. Vous avez écrit ce rap à quel moment? Entre février et mai. Alors moi j'ai une bonne nouvelle aussi à vous donner. Oui, Anis. Ah, tu vas les interviewer juste avant? Bah pardon, excuse-moi, j'avais pas prévu. Vas-y mon cher Anis. Alors, avant d'écouter le titre. Ouais. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais vous parler de la merveilleuse idée qu'ont eu des élèves de 4e, qui est de créer une musique qui contribue à lutter contre le harcèlement. Ces élèves sont Raphaël, Kaylan, Nolan qui n'est pas présent et Noémie. Alors tout d'abord, comment avez-vous eu l'idée de cela? C'était Monsieur Renard. Il nous avait proposé de faire un projet rap et vu que j'adore le rap et du coup ça m'a donné envie de le faire. Ok. Mais comment se sont passées les séances de studio, la création de l'instru et comment avez-vous trouvé les paroles, etc. Racontez-nous tout. Les séances de studio se sont très bien passées. On a fait 6 heures on a fait 6 heures de studio d'enregistrement et on a préparé les paroles pendant 8 heures. Et on était en très bonne compagnie. Donc il y avait Sunny Beats, le compositeur, et un rappeur, le Mom. Et on les remercie encore. On les remercie. Eh bien, moi je propose qu'on l'écoute. Bah écoute, tu fais une belle proposition puisqu'on va couper les micros, comme ça les auditeurs vont pouvoir entendre le son correctement. Vous allez pouvoir garder les casques pour vous écouter. Et on arrive donc tranquillement, on clôturera l'émission sur vous les jeunes, on clôturera juste après. On écoute le rap proposé donc par les rappeurs qu'on a autour de la table avec nous. Son école, il ne veut plus en franchir la grille. Ça me fait repenser un peu à ce qui s'est passé, des insultes. Après c'est devenu des coups de plus en plus forts et n'importe où. C'était horrible. Lors d'un entretien avec le responsable du collège, qui nous a dit si vous voulez que ça s'arrête, il faut confisquer le téléphone. Voilà, l'interdire des réseaux sociaux. C'est la seule réponse qu'on a. C'était surtout des tirages de cheveux, etc. C'était pas des gros coups. C'est pas le collège où une insulte c'est la mort, donc pour eux c'est normal. Pourquoi Pour qu'il se passe ça. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi ils s'en sont pris à moi. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi je suis comme ça. Pourquoi je me sens si seule, pourquoi je me sens si mal. J'aimerais me dire que la vie est belle et que je suis normale. Tout a commencé dès la rentrée, au tout début de l'année, j'étais déjà mis de côté. Isolée dans la cour, personne à qui parler, j'entendais tout le monde rigoler, emprisonné. J'avais la sensation qu'ils m'évitaient. Les premières remarques ont commencé en cours de sport. Au fond du bus, j'avais peur, il y avait trop de mecs. Je les entendais rire, ils se moquaient tous de mon corps. Ils se foutaient de moi car ils me trouvaient trop maigre. Un jour, un prof nous a demandé ce qu'on voulait faire plus tard. Moi je voulais être chanteuse, j'avais déjà fait quelques compos. Ils ont cherché mon compte sur les réseaux. Des insultes dans les coms et dans la cour. J'avais mal, j'avais honte alors. J'ai supprimé ces vidéos, j'ai arrêté de chanter. Je me trouvais belle, je me trouvais moche, mes notes baissées. Une gosse blessée, la peur de parler, disparaître. Je voulais juste que tout s'arrête, On l'avait remarqué dès le début. Elle n'était pas comme nous. Drôle de façon d'être vêtue. Elle inspirait le dégoût. Pas la peine de débattre. Je suis sûr qu'elle est débile. Voulez pas qu'elle débarque. Elle avait l'air fébrile. C'était pas si méchant. Elle est juste trop sensible. Pas la peine d'être méfiant. On est inoffensif. C'était pas si fréquent. On a juste trop de franchise. C'était juste quelques vannes. Elle chantait pas si mal. Faut avouer qu'on est jeune. Tombé dans la spirale. C'est que des blagues entre potes. On rit, on parle, on déconne. Personne trouve ça relou. Entre nous c'est trop cool.
Ça s'appelle l'effet de groupe. Alors parfois ça secoue. On l'a poussé un peu, je crois que ça l'a endurci. C'est pas de ma faute si elle pleure, l'école c'est la survie. Ça se serait jamais su s'il y avait pas eu un traître. On a pris du recul, aujourd'hui on regrette. Les gens nous disent vous avez jamais rien vu, et non, on ne voit rien. Si l'enfant ne dit rien, on s'en rend pas compte. Si vous saviez à quel point je me sens fautif, s'en est pris à quelqu'un sans motif, à croire que la haine motive, trop d'insultes dans nos notifs, je crois que je suis trop émotif, j'ai perdu des potes car j'ai trouvé trop nocif. À la base, on l'a trouvée différente, vu qu'elle était intelligente, on la pensait arrogante, elle avait de bonnes notes, du coup on l'a jalousée, c'est vrai qu'avec mes potes, on voulait juste s'en amuser. Un jour, j'ai réalisé tout le mal qu'on faisait, après un cours de sport, elle s'est cachée pour pleurer. J'ai essayé de les raisonner, mais il n'y avait plus rien à faire. Mon regard avait changé, je me suis senti en danger. Alors, je me suis promis d'agir et d'en parler aux profs. Ils n'allaient pas stopper leurs cours pour des histoires de gosses. Que cette épreuve nous pousse à nous relever. Fallait des preuves, alors j'ai filmé pour vous montrer. Magnifique, ce rap est écrit par les élèves de l'école de la Villa Blanche. Voilà, c'est sur cette... Alors, j'ai une bonne nouvelle, les jeunes, je vais vous donner une bonne nouvelle. Première chose, c'est que ce titre, on va le passer cette semaine à la radio. Donc, on va le passer chez nous, effectivement. On va le caler dans notre grille et on va le faire écouter à nos auditeurs. Et deuxième chose, c'est que... Alors, si vous continuez à faire du rap, on a prévu pour l'été prochain de faire une scène rap à Menton avec des rappeurs. Et donc, si vous êtes prêts, que vous avez un titre, en tout cas celui-ci ou d'autres, vous viendrez chanter sur la scène. Voilà. Merci à tous. Merci à tous d'avoir été avec nous cet après-midi. Et voilà, bye bye à tous. Merci Florence. Florence, un petit mot peut-être pour clôturer l'émission. Florence Casgrain. On a perdu le micro, on a perdu Maë, je ne sais pas où il est passé, notre cher Maë. Maë, est-ce que tu peux venir, voilà, Maë qui est avec son micro et qui va terminer en interviewant Florence Casgrain, donc la responsable du club radio de la Villa Blanche. On termine là-dessus. Oui, Jean-Luc, là l'émission qui touche à sa fin et donc on va interviewer Madame Casgrain pour tout ce qu'elle a fait pour le club radio cette année. En plus, c'était la dernière émission. Donc, qu'avez-vous et en plus, on vous voit à la caméra. Donc, en plus, on nous voit à la caméra. Alors, qu'en avez-vous pensé de cette année ? C'était une belle année, on a bien travaillé. Donc, je remercie Jean-Luc, je remercie tous les intervenants qui sont venus pour cette écodée. Il y a du monde, il y a de l'ambiance et moi, j'ai beaucoup apprécié. J'espère que tout le monde a appris beaucoup de choses. Et voilà, merci encore Jean-Luc de nous permettre de nous exprimer. Merci ma chère Florence. Voilà, donc on était en direct. Alors l'émission, je vous ai dit, avec une première partie qui était axée très éco-responsabilité et avec bien sûr les équipes de la CARF qui étaient avec nous. Deuxième partie avec des chroniques complètement différentes avec écrites par les jeunes du Club Radio. On se quitte et on vous dit merci d'avoir été avec nous et on se retrouvera l'année prochaine ma chère Florence. Voilà, bye bye à tous. Fréquence Méditerranée, la radio de la Riviera française.